Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on va laisser un peu de côté la crise sanitaire pour s'attaquer à un autre sujet, l'immigration. Mais dès à présent, n'oubliez pas de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et mon invité aujourd'hui, c'est Patrick Stefanini. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, ce sera un peu long. Vous êtes énarque, haut fonctionnaire, ancien préfet dans le Puy-de-Dôme et en Gironde, directeur de la campagne régionale de Valérie Pécresse en 2015, directeur de la campagne victorieuse en 95 de Jacques Chirac et également directeur de campagne d'une campagne un peu moins victorieuse de François Fillon en 2017, à la suite de laquelle vous avez consacré un ouvrage, Déflagration. C'était déjà aux éditions Robert Laffont, comme ce livre que l'on va étudier ensemble. La question migratoire est une question à laquelle vous êtes intéressé très tôt, au fil de toute votre carrière. Évidemment, je ne peux pas oublier de préciser que vous avez été secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, qui a été érigé sous Nicolas Sarkozy, qui a eu une vie assez courte sous le ministère de Brice Hortefeux, puis d'Éric Besson, on y reviendra. Vous présentez aujourd'hui un nouvel ouvrage qui s'appelle « Immigration, ces réalités qu'on nous cache ». C'est donc aux éditions Robert Laffont, je l'ai déjà dit. Alors évidemment, ce sous-titre, ou ce gros titre aussi, « Ces réalités qu'on nous cache », que veut-on cacher aux Français sur l'immigration ? D'abord, on veut cacher l'ampleur de la vague migratoire qui touche la France depuis 20 ans. Contrairement à ce que dit le président de la République, la France n'a pas toujours été un pays d'immigration. Par contre, à la différence de beaucoup d'autres pays européens, l'Espagne ou l'Italie par exemple, qui sont fondamentalement des pays d'émigration depuis un siècle et demi, ou contrairement à l'Allemagne, qui n'est devenu un pays d'immigration que récemment, la France a connu dans son histoire, depuis 150 ans, plusieurs vagues migratoires. Et si on veut se limiter au XXe siècle, elle a connu deux grandes vagues migratoires. Une après la Première Guerre mondiale, avec une immigration qui était d'ailleurs pour l'essentiel d'origine européenne et qui avait pour but de permettre à l'économie française de compenser les dommages terribles que la Première Guerre mondiale avait causé à la jeunesse française. Et puis une deuxième vague migratoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et plus exactement dans les années 50 et 60, tirée par la reconstruction du pays, avec une croissance qui à l'époque était très forte. Et ce qu'on veut cacher aux Français, c'est que depuis 20 ans, et jusqu'à l'année dernière, qui a été une année atypique à cause de la crise du Covid, la France a connu une nouvelle vague migratoire, importante, et à certains égards même plus importante que celle des années 60. Ça, j'essaye de le démontrer dans mon livre. Et j'ai voulu écrire ce livre à la fois pour démonter une espèce de vérité officielle qui est portée par une partie des démographes français, une partie seulement, mais ils ont pignon sur rue, et qui explique fondamentalement... Et ceux qui disent le contraire sont parfois un peu voués aux gémonies. Oui, même si, Dieu merci, nous restons un pays de liberté et on arrive à s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de l'école démographique française, avec notamment François Héran et Hervé Lebras, qui répètent à qui veut l'entendre qu'il n'y a pas de difficulté avec l'immigration, que nous accueillons moins d'immigrés que l'Allemagne, que notre solde migratoire est très faible, etc. Et moi, j'ai voulu montrer... Alors, ça ne correspond pas au ressenti des Français. Absolument. C'est le moins qu'on puisse dire, mais ça ne correspond pas non plus à la réalité. Et j'ai voulu montrer qu'en fait, nous sommes en présence d'une vague migratoire très importante dont j'analyse les ressorts. Alors, on voit aussi au travers de cet ouvrage que finalement, trouver les indicateurs, trouver les chiffres, ce n'est pas forcément une chose extrêmement aisée. Oui, alors, il y a des chiffres. Bon, d'abord, il y a deux sources. Donc déjà, quand il y a deux sources pour analyser l'immigration en France, c'est compliqué. Puis il y a la source du ministère de l'Intérieur, qui nous donne chaque année le nombre des titres de séjour délivrés par ce ministère. Ça, c'est simple, et ça montre, entre 2000 et 2019, une augmentation de 83%, qui est quand même une augmentation très substantielle. Il n'y a aucune autre donnée démographique ou économique qui connaît une telle variation sur cette période. Et puis, on a une deuxième source qui est le recensement. Alors, comme vous le savez, le recensement,
C'est devenu un exercice par sondage qui ne touche pas toutes les régions au même moment. Donc, bon. Mais au moins, ça permet de poser un certain nombre de questions aux personnes qui habitent en France. Et le recensement nous permet notamment de mesurer l'évolution du pourcentage des immigrés en France. Alors, un immigré, c'est pas nécessairement un étranger. Il y a des immigrés qui sont devenus français. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né à l'étranger et qui, quand il est né, avait la nationalité étrangère. Après, il est venu en France, il a pu acquérir la nationalité française, etc. Et donc, le recensement permet de suivre l'évolution du pourcentage des immigrés dans la population française. Enfin, quand je dis la population française, c'est la population résidant en France. Sur le sol français, oui. Voilà. Et ce pourcentage, il a augmenté de manière considérable. Il a doublé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il est passé de 5% à 10%. Donc, à ceux qui pensent qu'il n'y a pas une poussée de l'immigration en France, je les renvoie à ce chiffre, qui est un chiffre tout à fait officiel de l'INSEE. 5% en 1946, 7,5% en 1975, toujours 7,5% en 2000. Pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, il y a eu une forme de stabilisation du pourcentage des immigrés, et puis quasiment 10% l'année dernière. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des chiffres qui sont plus compliqués à trouver. Et notamment, moi, je me suis intéressé à une affirmation de François Héran, qui dit « mais le solde migratoire est faible. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. On a un solde migratoire qui est très faible. » Alors, quand j'étais dans l'action... Vous pouvez nous rappeler ce qu'est le solde migratoire, peut-être pour les téléspectateurs? Alors, le solde migratoire, c'est la différence entre le nombre des personnes, quelle que soit leur catégorie, qu'ils soient immigrés ou non immigrés, qui arrivent en France. Donc, il y a des immigrés qui arrivent en France, et puis il y a des Français qui s'étaient expatriés qui reviennent en France. Donc ça, c'est dans le sens des entrées. Et dans le sens des sorties, vous avez des immigrés qui étaient venus en France, puis qui un jour décident de repartir dans leur pays, et vous avez des Français qui s'expatrient. Voilà ce qu'est le solde migratoire. Donc déjà, c'est très important de comprendre que le solde migratoire, ce n'est pas le solde migratoire des immigrés. Absolument. C'est le solde migratoire global. Alors c'est vrai qu'il est faible. De toute façon, c'est un solde, donc il est estimé par l'INSEE, avec d'ailleurs 1 ou 2 années de décalage. Quand j'ai écrit ce livre, la dernière estimation de l'INSEE, c'était 58 000 personnes. Et depuis, l'INSEE a réévalué son estimation pour l'année dernière et l'année précédente à 100 000. Bon, donc déjà... Il y a quand même une grosse différence. On s'aperçoit que ce solde, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait l'objet d'une estimation. Un peu au doigt mouillé quand même. Au doigt mouillé, je n'irai pas jusque-là, madame, mais en tout cas, c'est une estimation et manifestement, il y a un pourcentage d'erreur. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce solde migratoire, et de ce point de vue-là, votre question était très pertinente, en fait, c'est l'addition lui-même de 2 soldes. Le solde migratoire des Français et des gens qui sont nés en France, et le solde migratoire des immigrés ou des Français qui reviennent en France. Plus exactement, le solde migratoire des immigrés. Et alors, le solde migratoire des immigrés, là, lui, il faut aller le chercher. En effet, l'INSEE s'exprime rarement sur le sujet. Donc, j'ai trouvé une publication de l'INSEE. Comme j'avais été interpellé par les affirmations de François Héran, je suis allé regarder ce qui se cachait derrière tout ça, parce que en 2019, la France a délivré 272 000 titres de séjour à des ressortissants de pays tiers. Donc ça n'inclut même pas un certain nombre d'Européens qui, comme vous le savez, n'ont plus besoin d'être en possession d'un titre de séjour. Et je me suis dit, c'est quand même curieux qu'avec 270 000 entrées... On arrive à un solde, bien sûr. Donc ça a excité ma curiosité, donc je suis allé regarder. J'ai fini par trouver le solde migratoire des immigrés. Et donc le solde migratoire des immigrés, la dernière évaluation que j'ai, qui remonte à 2017, faite par l'INSEE, et qu'on trouve dans une publication de l'INSEE, mais vous la trouvez. Vous allez sur Google, vous tapez INSEE, vous tapez solde migratoire, vous tapez solde migratoire des immigrés, vous finissez par trouver. Donc c'était, de mémoire, 192 000. Bon, alors ça déjà, c'est plus cohérent. Bien sûr. 270 000 titres délivrés par an, un solde migratoire des immigrés de 192 000, bon, ben, ça veut dire qu'on a eu 270 000 entrées et probablement 90 000 ou 80 000 sorties. Voilà, donc en fait, on a une poussée migratoire qui est très importante. Et alors, ce que j'ai découvert, qui n'a fait l'objet de quasiment aucun débat, alors que pour la France, c'est une rupture majeure,
Au fond, dans l'évolution de la population, dans ce qui fait la croissance de la population française, c'est pas les Français qui s'expatrient. Ça, au contraire, ça diminue la population qui réside en France. Donc, les deux seuls moteurs de la croissance de la population en France, c'est le solde naturel, donc la différence entre les naissances et les décès en France, et le solde migratoire des immigrés. Et en 2016, pour la première fois, le moteur le plus puissant, c'est devenu le solde migratoire des immigrés. C'est-à-dire que le solde migratoire des immigrés est devenu plus important que le solde naturel. Ça, c'est 2016. Depuis, ça ne s'est pas inversé. Et ce n'est pas ce qui s'est passé l'année dernière qui va améliorer la situation. Bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de creuser, mais j'ai vu que l'INSEE a publié, il y a quelques jours, le solde naturel pour la France en 2020. Donc, ça va être un des plus bas. Il est encore positif, ce qui nous différencie d'autres pays européens, mais il va être très faible. Je crois qu'il va être de l'ordre de 60 000. Et en face de ça, je ne connais pas le solde migratoire des immigrés, mais le volume des titres de séjour délivrés l'année dernière a baissé à cause de la crise sanitaire. Les bureaux des étrangers des préfectures ont été fermés pendant plusieurs mois. Les consulats qui délivraient les visas ont été fermés pendant de longs mois. Mais je sais que le nombre de titres de séjour a baissé de 20%. Donc, vous appliquez 20% à 270 000, donc on doit être aux alentours de 220 000. Et sauf à imaginer que les immigrés sont rentrés massivement chez eux, ce que personne ne croit, on a donc un solde migratoire des immigrés qui va être très très supérieur au solde naturel. Voilà, donc j'ai voulu expliquer. Évidemment, la question de... C'est pas forcément les mêmes populations qui entrent que celles qui partent. Non, ça bien sûr. Bien sûr. Donc quand on parle d'expatriés, c'est plutôt peut-être des CSP+, comme on dit communément, avec une population d'entrée peut-être moins qualifiée. Ce qui pose forcément, ce qui a des conséquences sur l'économie française. C'est clair. Alors là, vous mettez le doigt sur une autre réalité qui est en effet très problématique. Le premier flux d'immigration en France, ça reste l'immigration familiale. Nicolas Sarkozy avait essayé d'inverser cette situation. Il avait essayé de freiner l'immigration familiale, de développer l'immigration économique et l'immigration des étudiants. Sur l'immigration estudiantine, on a obtenu de bons résultats. L'intuition de Nicolas Sarkozy, c'était que faire venir des jeunes étudiants étrangers qui repartent un jour dans leur pays d'origine, c'est au fond en faire des ambassadeurs de la France. C'est pour le rayonnement de la France. Dans leur pays d'origine, donc c'est plutôt une bonne idée. Et on a connu au cours des 10 dernières années, notamment à travers un certain nombre d'accords ou de réformes qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, on a connu une poussée de l'immigration des étudiants qui, je crois, est bénéfique. Mais, donc aujourd'hui, on a quasiment autant d'immigrés étudiants que d'immigrés familiaux. Mais il n'en reste pas moins que le premier poste, ça reste, à quelques centaines d'unités près, l'immigration familiale. Et ces immigrés familiaux, ils ne sont pas du tout sélectionnés sur leur capacité à s'intégrer en France et notamment à s'intégrer sur le marché du travail. Bien sûr. Ils sont sélectionnés en raison de la nature de leurs attaches familiales en France, avec ce que nous dit la loi française et ce que nous disent les conventions internationales. Mais la réalité, c'est qu'une bonne partie de ces immigrés familiaux, 1 an, 2 ans ou 3 ans après leur arrivée en France, ils cherchent un job. Ils viennent sur le marché du travail. Et ils ont évidemment beaucoup de mal à s'intégrer sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés sur leur capacité à occuper un emploi en France, qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le parcours d'intégration et sur la façon dont il est organisé en France. Pour le dire en peu de mots, et je consacre au moins un chapitre à ce sujet, nous faisons semblant. Nous faisons semblant. Oui, beaucoup de slogans. On capitalise sur la France black blanc beurre. Voilà, beaucoup de slogans, mais la réalité du parcours d'intégration, c'est que notre modèle d'intégration, qui reposait sur 2 piliers, qui étaient le travail et l'école, il est en panne. Il est en panne parce que la France n'a plus jamais renoué avec les taux de croissance des années 60-70. On a aujourd'hui une croissance, enfin actuellement on est en récession, mais les 10 dernières années précédant la crise sanitaire, on avait une croissance faible qui permettait de stabiliser le chômage, mais certainement pas de le faire reculer. Donc l'intégration des immigrés sur le marché du travail est très difficile. Et ceux qui nous disent que stopper l'immigration, ça serait mettre l'économie française en péril, ils se trompent. Et d'ailleurs, s'ils avaient raison,
le taux de chômage des immigrés ne serait pas ce qu'il est, c'est-à-dire plus de 2 fois supérieur au taux de chômage des non-immigrés. Le taux de chômage des immigrés en France, il est, pour la dernière année connue, 2018, il est de un peu plus de 15%. La même année, le taux de chômage des non-immigrés était de 7%. Donc si tous les immigrés qui venaient en France venaient prendre des emplois pour lesquels on ne trouve pas de main-d'œuvre en France, on n'aurait pas cette situation. C'est ce qu'on appelle l'immigration par quota, immigration choisie. On n'aurait pas cette situation du chômage parmi les immigrés. Donc, un des problèmes majeurs de la société française aujourd'hui, c'est qu'elle accueille beaucoup d'immigrés familiaux qui ensuite se présentent sur le marché du travail et qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas les bons profils. Voilà. Donc ça, et bien sûr, ça pèse directement sur leur intégration et sur l'intégration de leurs enfants. Et alors, vous évoquez un autre point, justement, qui a trait à l'intégration, c'est la question des mariages mixtes qui augmentent et qui sont souvent présentés comme une démonstration que les immigrés en France s'intègrent de mieux en mieux. Et vous cassez un peu ce mythe. Oui, mais parce que là aussi, les chiffres sont extrêmement précis. D'abord, on a constaté, depuis la fin des années 90, début des années 2000, c'est pour ça que dans mon livre, je me focalise sur les 20 dernières années, on a constaté une explosion du nombre des mariages célébrés à l'étranger entre un Français et un étranger. Alors, dans l'absolu, l'explosion du nombre des mariages entre un Français et un étranger, on pourrait dire, et c'est la thèse de la partie de l'école démographique que j'ai citée, on pourrait dire c'est merveilleux, c'est le symptôme d'une bonne intégration, puisque des étrangers épousent des Français. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ce sont des Français naturalisés depuis peu, donc d'origine étrangère, et qui, parce qu'ils sont mal intégrés en France, vont chercher leur conjoint dans leur pays d'origine, dans le pays qui était le leur il y a encore 4 ou 5 ans. Donc, pour l'essentiel, les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique noire d'Afrique subsaharienne. Et ensuite, leur conjoint ou leur conjointe vient en France au titre d'un principe imprescriptible du droit français, qui est le droit au mariage, qui est un droit constitutionnel, et évidemment le droit pour un conjoint de vivre avec son mari ou son épouse. C'est ça la réalité. Et évidemment, ce n'est pas du tout celle d'une société où la mixité heureuse, où la croissance du nombre des mariages mixtes serait le symbole d'une meilleure intégration. C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. Et alors, à travers ce phénomène, à travers cette mutation de l'immigration familiale, qui fait que le regroupement familial avec lequel on nous bassine est devenu une réalité assez minoritaire. Le regroupement familial aujourd'hui, au sens strict, c'est-à-dire un travailleur étranger qui fait venir sa femme et ses enfants, c'est moins de 30% de l'immigration familiale. Donc le gros de l'immigration familiale, ce sont les conjoints de Français qui rejoignent leur mari ou leur épouse française. Le problème, c'est que ce mari ou cette épouse française sont en fait des gens arrivés en France ou nés en France il y a quelques années, devenus français pour ceux qui sont nés en France automatiquement, qui en fait sont mal intégrés et qui vont chercher leur conjoint à l'étranger. Et alors, à travers ce phénomène qui est très important, qui est le changement de dimension de l'immigration familiale, le fait que désormais on a une immigration qui est endogamique, c'est-à-dire qu'elle s'alimente d'elle-même, on touche à un autre phénomène sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que les pouvoirs publics ont largement perdu le contrôle de l'immigration. Et je vais l'illustrer en 4 points. Et au profit de qui, alors d'abord ? Au profit de qui les pouvoirs publics ont-ils perdu le contrôle ? Fondamentalement au profit des diasporas. Alors pourquoi ? Le phénomène que je viens de décrire, c'est les mariages mixtes, c'est les diasporas qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que ça veut dire que des étrangers devenus français depuis peu décident de faire venir leurs conjoints étrangers. Ce n'est pas une décision des pouvoirs publics français, c'est une décision de ces Français naturalisés de fraîche date et qui s'impose au pouvoir public à cause du droit au mariage. Autre phénomène sur lequel j'insiste dans mon livre, nous avons, après l'indépendance des pays du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne, nous avons signé avec ces pays, en général dans les années qui ont suivi l'indépendance, mais pas toujours, mais nous avons signé des accords migratoires qui ont une caractéristique, ce sont des accords à durée indéterminée. Donc on les révise très rarement,
Et ceux qui ont été signés dans les années 60, donc après l'indépendance du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, sont des accords qui globalement sont très favorables aux ressortissants de ces pays. Et là aussi, c'est très difficile de remettre en cause ces accords. Bien sûr. Déjà, c'est difficile de négocier avec les pays d'origine. Bien sûr, on verra sur d'autres sujets d'ailleurs. Qui ne vont pas se laisser faire pour des tas de raisons. La principale étant que les transferts de fonds des migrants représentent pour ces pays des sommes non négligeables. Et en plus, le gouvernement français qui voudrait s'atteler à la révision de ces accords, il faudrait qu'il agisse sous le poids ou sous la pression de la diaspora des pays concernés en France. Et il ne faut pas le négliger, le poids de cette diaspora. Je raconte dans mon livre une anecdote. J'ai tenté, puis finalement on n'y est pas arrivé, de négocier un accord migratoire avec le Mali. Et dans la séance de négociation qui se déroulait à Paris, qui se déroulait à la Maison des Polytechniciens, au centre de Paris, j'ai vu arriver la délégation malienne, composée du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères malien, enfin, etc. Mais derrière la délégation officielle, au deuxième rang, il y avait 2 rangs autour de la table, et derrière la délégation officielle malienne, il y avait des représentants de la communauté malienne en France. En France. C'est un truc inouï. Un truc inouï. Bon. Et vous, je ne pouvais pas les mettre dehors. Si vous... Bon, c'est assez difficile. On engageait une négociation diplomatique, c'est pas assez difficile que je claque la porte. Bon. Mais c'est vous dire que le poids de la diaspora... Alors, j'ai donné l'exemple du Mali, mais si je prenais l'exemple de la communauté algérienne en France, tout le monde comprendrait que c'est une autre paire de manches que la communauté malienne. Bon. Et dans cette diaspora, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont français, qui sont naturalisés français. Bon. Donc c'est pas facile pour un gouvernement français de renégocier ses accords avec les pays d'origine. Là aussi, c'est une autre illustration de la prise de pouvoir des diasporas sur notre politique migratoire. Troisième phénomène, les régularisations. Chaque année en France, on régularise 30 000 étrangers. Ça représente plus de 10% du nombre de titres de séjour qu'on délivre. Donc imaginez... l'examen du permis de conduire, le baccalauréat, ça revient à dire qu'il y a plus de 10% des gens qui obtiennent un titre de séjour alors qu'ils n'y avaient pas droit. Une régularisation, c'est ça. Sans compter que c'est une entrée en matière un peu difficile parce que force est de constater que ce sont des gens qui sont illégalement sur le territoire, donc finalement qui contreviennent à la loi, et donc pour les remercier, on les gratifie d'un titre de séjour. Si vous voulez. Et on voit bien que le rôle des diasporas dans ces régularisations est important parce que quand vous êtes en France en situation irrégulière, vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Donc en général, vous vivez parce que vous avez des membres de votre famille, parfois des membres éloignés, qui eux sont en France, qui ont un titre de séjour, qui vous hébergent dans leur appartement pendant quelques semaines ou plusieurs mois, qui vous font travailler de manière plus ou moins légale dans l'épicerie de quartier, enfin bon, etc. Donc on voit bien que les diasporas sont un aimant pour la poursuite de l'immigration. Enfin, le dernier phénomène, c'est la demande d'asile. La France a une caractéristique qui la distingue de tous les autres pays européens. Dans les autres pays européens, on a connu, comme en France, une poussée de la demande d'asile en 2015-2016, notamment en Allemagne, plus d'1 million de demandeurs d'asile, par exemple, en 2016 en Allemagne. Mais depuis, dans tous ces pays, on a appuyé sur la pédale de frein. L'Allemagne, par exemple, en 2019, moins de 200 000 demandeurs d'asile. Bon. La France, ce n'est pas le cas. La France, la demande d'asile a continué à progresser. Et nous sommes le seul pays d'Europe où la demande d'asile poursuit, alors je laisse encore de côté l'année 2020, qui était un peu une année exceptionnelle, mais en 2019, de 2016 à 2019, la demande d'asile a continué à pousser en France, et à l'évidence, elle est alimentée par la diaspora. C'est parce que des ressortissants, prendre quelques exemples au hasard, soudanais ou du Bangladesh, ont obtenu l'asile en France, que du coup, une partie des demandeurs d'asile originaires de ces pays se dirigent vers la France parce qu'ils savent qu'ils y trouveront des personnes originaires de leur pays avec lesquelles ils auront des liens, avec lesquelles ils pourront nouer des liens économiques, etc. On a le sentiment finalement que c'est un peu sans fin, parce que c'est un cercle vicieux ou vertueux selon quel côté on se place. Mais sans fin, je ne sais pas. Je crois que jamais les questions d'immigration n'ont été... sauf dans la première partie du quinquennat de Nicolas Sarkozy, au premier rang des priorités politiques, au premier rang de l'agenda politique. Nous sommes dans un pays où il y a toujours une bonne raison pour s'occuper d'autre chose. Bon, actuellement, c'est la crise sanitaire, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais il y a toujours d'autres priorités. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui
à un moment donné, ont considéré que dans leur agenda politique, la question des migrations et de la maîtrise de l'immigration était devenue prioritaire. Ça a été le cas en Suisse, par exemple. La Suisse a réalisé une réforme très importante de son système d'immigration il y a une dizaine d'années. Et depuis, l'immigration d'origine européenne est redevenue majoritaire en Suisse. Ça a été le cas au Danemark il y a 4 ou 5 ans, avec un Premier ministre libéral qui a entrepris de lutter contre ce qu'il appelait les ghettos. Et sa politique est poursuivie actuellement par la première ministre social-démocrate qui lui a succédé il y a un peu moins de 2 ans à la tête du gouvernement. Donc je crois que c'est largement une question de volonté politique. Et dans mon livre, au-delà du diagnostic, au-delà de l'analyse des ressorts de cette vague migratoire, je formule une série de propositions qui ne sont pas toutes originales d'ailleurs. Certaines le sont, mais d'autres le sont moins. Mais par contre, elles ont un point commun, c'est que leur mise en œuvre nécessite une grande volonté politique. Vous dites souvent d'ailleurs dans ce livre, le volontarisme politique, c'est un peu finalement ce qui nous manque. Oui, absolument, absolument. Pour maîtriser l'immigration familiale, il faut probablement mettre en place un système de quotas. Et on sait que ça implique une révision de la Constitution. On le sait depuis Nicolas Sarkozy, qui s'était posé la question, et à l'époque, Pierre Mazeaud, qui était l'ancien président du Conseil constitutionnel, avait dit très clairement, oui, on peut mettre en œuvre une politique de quotas, mais pour ça, il faut réviser la Constitution. Bon, en France, pour réviser la Constitution, comme vous le savez, il y a au moins 2 méthodes, mais enfin, la plus efficace, c'est le référendum. Et nous n'avons plus fait de référendum en France depuis 2005, donc il faudra une forte volonté politique, probablement dans un début de mandat, pour faire un référendum sur cette question. Pour réformer l'asile, qui est aujourd'hui profondément dévoyé, puisque, pour faire court, les 2/3 des demandeurs d'asile n'obtiennent pas satisfaction, et sur ceux qu'on appelle les déboutés, qui ont vu leur demande d'asile rejetée, vous en avez 5% qui quittent le territoire français dans la meilleure des hypothèses. Donc l'asile est devenu une autoroute de contournement de nos procédures migratoires. Si on veut remettre les choses d'équerre, si on veut, comme je le propose dans mon livre, poser le principe que la demande d'asile formulée en France, ça doit être l'exception, et que désormais les demandes d'asile, on les formule dans nos consulats. La France est un des pays au monde qui a le plus grand réseau consulaire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, probablement. Donc on a plein de consulats dans le monde où les demandeurs d'asile peuvent venir déposer leur demande d'asile. Ou alors, on peut exiger des intéressés qui déposent leur demande d'asile à la frontière quand ils arrivent sur le territoire français. Si on veut faire cette réforme, il faut modifier la loi, il faut une volonté politique extrêmement forte. Ça, c'est le deuxième exemple. Pour renégocier les accords avec les pays d'origine, et notamment les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique. Oui, parce que vous dites que finalement, on change très souvent les lois, mais que concrètement, ça concerne à peu près 50% de l'immigration. Ouais. Tout le reste, ce sont des accords bilatéraux. C'est vrai. C'est vrai. Et on voit bien, par exemple, dans ce cadre de l'immigration clandestine, on voit effectivement qu'il y a peu de reconduite à la frontière. Souvent, ce qui bloque, c'est le pays d'origine. Oui, alors les pays d'origine n'ont pas beaucoup de raisons, en effet, de reprendre leurs clandestins. Alors il y a des exceptions, il y a des pays d'origine qui se comportent bien, mais il y a aussi ce qu'on appelle, au ministère de l'Intérieur et au Quai d'Orsay, les mauvais élèves de la classe. Ils sont parfaitement identifiés et vous les trouvez dans le rapport annuel du ministère de l'Intérieur sur les questions d'immigration. Et grosso modo, d'une année sur l'autre, ça ne varie pas beaucoup. Donc les pays du Maghreb sont en général pas des très très bons élèves. Et plusieurs pays d'Afrique subsaharienne sont de mauvais élèves. Même chose pour la Chine. La Chine reprend très très peu de clandestins. Alors pourquoi est-ce que les pays d'origine ne reprennent pas leurs clandestins ? D'abord parce que les migrants, même en situation irrégulière en France, beaucoup d'entre eux travaillent au noir, travaillent dans ce qu'on appelle l'économie souterraine, et ils envoient une partie de leurs revenus dans leur pays d'origine. Donc c'est un pan de l'économie pour le pays d'origine. Il faut savoir que les transferts de fonds des migrants pour les pays d'origine de l'immigration, c'est une ressource plus importante que l'aide publique au développement. Bon. Donc aucun des pays d'origine n'a envie de se priver de cette ressource. C'est la première raison pour laquelle les pays d'origine font des difficultés. La deuxième raison, c'est qu'un certain nombre de ces pays considèrent que voilà, les intéressés ont fait le choix de quitter leur pays d'origine, d'aller tenter leur chance en France. Ils n'ont pas réussi ou ils se sont fait prendre par la police, tant pis pour eux, mais on n'a pas envie de les reprendre. Et la tournée que M. Darmanin a faite il y a quelques mois au Maghreb, qui a été très bien couverte d'un point de vue médiatique, je ne suis pas certain que son efficacité ait été extrêmement forte en termes de reprise des clandestins.
Alors il y a plusieurs aspects parce que finalement on a vu que les lois ne changeaient pas tout de cette situation. On voit aussi que les lois sont souvent peu respectées. On a le sentiment de ce fait que sur le plan législatif, là encore, il faudrait s'en remettre essentiellement à la volonté politique de les faire appliquer. Et on a le sentiment aussi qu'il y a, j'allais dire, c'est un peu à la mode, la charge morale ou la charge émotionnelle que revêt cette question de l'immigration qui paralyse beaucoup de politiques finalement. Parce que vous le dites, votre livre s'appelle quand même « Immigration, ces réalités qu'on nous cache ». On voit bien que c'est quelque chose c'est un sujet qu'on peut difficilement traiter de manière dépassionnée. Je ne sais pas. Encore une fois, moi je crois qu'il faut une volonté politique très forte. Est-ce qu'on peut traiter ce sujet de manière dépassionnée ? Non, sans doute non, pour des raisons liées à une évolution politique plus profonde. Comme vous le savez, une partie de la pensée politique moderne à gauche considère que les immigrés sont les nouveaux prolétaires du début du XXIe siècle, qu'il faut les protéger à tout prix, que ce sont des victimes, etc. Bon. La réalité est un peu différente, mais l'enveloppe politique aujourd'hui, c'est celle-là. Il y a une autre dimension qui nécessitera une grande volonté politique, c'est la dimension européenne, sur laquelle je voudrais beaucoup insister. Nous avons construit, quand je dis nous, nos grands-parents, nos parents et nous avons construit depuis la signature du traité de Rome une entité politique qui s'appelle l'Union européenne. Et depuis 1992, nous faisons appliquer à l'intérieur de cette entité un principe qui s'appelle le principe de libre circulation. Ça veut dire que les hommes et les femmes, étrangers à l'Union européenne ou ressortissants d'un des pays de l'Union, peuvent circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, depuis le début de la crise sanitaire, des exceptions ont été appliquées à ce principe, mais enfin, depuis 1992, c'est le principe qui régit le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc ça veut dire, un élève de maternelle pourrait le comprendre, ça veut dire que pour permettre la libre circulation, si on ne veut pas que cette libre circulation ce soit l'équivalent de l'anarchie ou la porte ouverte au terrorisme, comme ça a été le cas avec l'attentat de Nice, là, dans la basilique de Nice au mois d'octobre, il faut contrôler très sérieusement nos frontières extérieures. Ça suppose une très grande volonté politique, ça suppose de renforcer les moyens que les États membres consacrent à ce sujet, car contrairement à ce qu'on nous dit, ce sont bien les États membres qui sont responsables du contrôle de leurs frontières extérieures. Ils peuvent s'appuyer sur une agence européenne qui s'appelle Frontex, il faut en renforcer les moyens. Or, le sujet est un sujet qui est discuté en Europe. Vous avez une partie de l'Europe, c'est flagrant avec le cas de notre voisin allemand, qui sont en panne démographique. Et quand je dis qu'ils sont en panne démographique, non seulement ils sont en panne, mais on peut même dire qu'ils ont enclenché la marche arrière. En Allemagne, le taux de fécondité des femmes allemandes, il est de l'ordre de 1,5 ou 1,55. Il ne permet absolument pas d'assurer le renouvellement des générations. Et donc, l'économie allemande, elle a fondamentalement besoin d'une main-d'œuvre d'origine extérieure. Donc nous avons dans l'Union européenne des intérêts opposés au regard de la migration. Et je pense que ça va être très difficile pour la France de faire valoir son point de vue à l'intérieur de l'Union européenne. Alors si on s'aligne sur le point de vue allemand, il n'y aura pas de problème, mais ça sera contraire aux intérêts objectifs de la France. La France a une démographie qui est beaucoup plus dynamique que celle de l'Allemagne, elle a une économie qui est moins dynamique que celle de l'Allemagne. Nous n'avons donc pas besoin d'immigration, ni d'un point de vue démographique, ni d'un point de vue économique. Alors, nous subissons une partie de l'immigration, notamment l'immigration familiale, mais le reste, nous devons absolument la contrôler. Et je ne suis pas certain qu'on puisse beaucoup compter sur le soutien de tous les autres pays de l'Union européenne. Donc mon livre, c'est ni des instances bruxelloises, parce que parfois on peut se rendre compte que la Cour européenne des droits de l'homme... Les instances bruxelloises, elles sont elles-mêmes divisées. Vous avez aujourd'hui le commissaire européen aux migrations, il est grec, donc il est plutôt sensible à ce problème, mais il a en dessous de lui une commissaire qui est plus particulièrement spécialisée sur la question des migrations, qui elle est suédoise et qui a des positions, il suffit de suivre l'actualité, qui sont plus laxistes, on va le dire, que celles du commissaire grec. Donc nous avons une nouvelle dimension dans notre... si nous avons la volonté de reprendre le contrôle de notre politique migratoire, nous avons une nouvelle dimension sur laquelle j'insiste beaucoup dans mon livre. Je consacre au moins 3 chapitres à ce qui se passe en Europe ou dans les autres pays de l'Union européenne.
parce que je crois que cette dimension est fondamentale. Et il ne faut pas croire que parce qu'un de nos ministres part à la table des discussions à Bruxelles, il sera nécessairement écouté et suivi. Il faudra convaincre nos partenaires du fait que nous avons des situations différentes en termes économiques et en termes démographiques qui appellent, en termes migratoires, des politiques peut-être différenciées. Et en tout cas, il y a un point sur lequel il faudrait qu'on tombe d'accord, c'est pour contrôler sérieusement la frontière extérieure de l'Union européenne. Et dans mon livre, je montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Alors, vous me permettrez de revenir un tout petit peu en arrière. Là, on parle de potentiel verrou ou blocage européen. Si je reviens un petit peu en arrière avec ce fameux ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, on voit que sa création a provoqué une polémique au début, que Brice Hortefeux a été objectivement l'objet de beaucoup d'attaques des médias. Il a finalement dû laisser sa place à Éric Besson, qui a abandonné une grande partie des chantiers qui avaient été lancés. On voit bien que même avec un président volontariste sur la question de l'immigration, c'est parfois plus difficile que de décider à un moment. Au pouvoir, c'est plus compliqué. Oui, alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, Nicolas Sarkozy avait clairement inscrit la question de l'immigration au premier rang de ses priorités politiques pendant la première partie de son mandat. Et même sous présidence française, la présidence française de l'Union européenne, ça a été le deuxième semestre 2008, Nicolas Sarkozy a consacré une part de son énergie à faire adopter par les autres États membres un pacte européen sur l'asile et sur l'immigration, qui a été un succès. Il a réussi à le faire adopter sous la présidence de la France. Ensuite, il a été rattrapé par les conséquences de la crise des subprimes, c'est la crise financière qui a entraîné une crise économique puis une crise sociale. Et donc, dans la deuxième partie de son mandat, Nicolas Sarkozy a attaché moins d'importance à ces questions migratoires, et ça s'est vu. Pour le reste, je porte au crédit de Nicolas Sarkozy, d'abord, d'avoir eu une vision stratégique des questions d'immigration, ensuite d'avoir réformé l'administration. Alors, le ministère a disparu, mais l'administration du ministère, elle n'a pas disparu. Elle a été pour l'essentiel rattachée au ministère de l'Intérieur. Et nous avons aujourd'hui un pilote de la politique d'immigration en France, qui est clairement le ministère de l'Intérieur, là où précédemment, les responsabilités étaient partagées entre plusieurs ministères. Il y avait le Quai d'Orsay, il y avait le ministère des Affaires sociales. Aujourd'hui, c'est clairement le ministère de l'Intérieur qui pilote. Donc, tout n'est pas, la suppression du ministère de l'immigration ne signifie pas l'échec de la politique que Nicolas Sarkozy avait tenté de mettre en place. Une partie, d'ailleurs, de sa politique a été poursuivie par ses successeurs. Mais, j'insiste, nous avons besoin, au fond, nous aurions besoin, à l'aube d'un nouveau quinquennat, nous aurions besoin de la même énergie et du même volontarisme politique que celui dont Nicolas Sarkozy a fait preuve en 2007. Nicolas Sarkozy avait beaucoup proposé de partenariats avec les pays méditerranéens. Il a fait l'Union pour la Méditerranée. On a le sentiment, finalement, que ça a été lancé en grande pompe, que c'était très prometteur et que ça a été un peu laissé à l'abandon à la fin de son quinquennat. Oui, parce que l'intervention en Libye a sonné le glas de l'ambition que Nicolas Sarkozy avait au niveau de sa politique euro-méditerranéenne, on va dire les choses comme ça. Et alors justement, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. On a vu qu'Emmanuel Macron recevait récemment le nouveau président libyen, qu'il avait reconnu une forme de mea culpa diplomatique sur la question libyenne. On sait que la Libye était très importante dans la gestion des flux migratoires sur le continent africain. Aujourd'hui, on est plus de 10 ans plus tard. Comment percevez-vous ce dossier libyen et les conséquences qu'il a pu avoir sur la France ? Alors, c'est vrai que la Libye de Kadhafi était une sorte de garde de frontière, de garde-barrière de la rive sud de la Méditerranée pour tous les migrants venus notamment des pays d'Afrique subsaharienne qui désireux de traverser la Méditerranée pour venir en Europe, pas seulement en France, en Italie aussi. Moi, je tire une leçon de cet épisode. Bon, évidemment, après l'intervention militaire en Libye, la Libye est devenue espèce de champ clos de rivalité entre milices. Et on a vu, au contraire, que beaucoup de migrants pouvaient parvenir en Libye et à partir de là, tenter leur chance.
en passant sous les fourches caudines des passeurs qui font la loi en Libye. Après ça, on a eu un deuxième pays qui a tenté une forme de chantage migratoire vis-à-vis de l'Union européenne, c'est la Turquie. J'allais y venir. C'est la Turquie, et moi, de ces deux exemples, la Libye des années précédentes, 2010, et puis la Turquie à partir de 2015-2016, je tire une conclusion, c'est que l'Union européenne doit compter d'abord sur elle-même. Nous ne pouvons pas fondamentalement sous-traiter à des pays tiers la maîtrise de notre politique migratoire. Si nous décidons de le faire, nous prenons des risques. La chancelière Merkel a fait ce choix en 2016 en négociant à l'arraché un accord avec la Turquie. Il est vrai qu'à l'époque, elle ne bénéficiait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, de la solidarité des autres pays européens, donc elle a été obligée de passer cet accord. Mais on a vu qu'ensuite, la Turquie a été tentée de ne pas l'appliquer. Et d'en faire un petit chantage. Voilà, et pas plus tard qu'en février 2020, la Turquie s'est livrée à un chantage en règle sur la Grèce. Et il a fallu une intervention très énergique de l'Union européenne et la crise sanitaire pour mettre un terme à ce chantage. Donc, pour moi, les choses sont assez claires. Je pense que l'Union européenne doit se doter, sur toutes celles de ses frontières extérieures, qui sont des portes d'entrée massives pour l'immigration en Europe, donc la Grèce, l'Italie, Malte, peut-être les Canaries aujourd'hui en Espagne, l'Union européenne doit se doter dans ces territoires d'une politique qui consiste à créer des camps d'accueil et à faire en sorte que les étrangers qui arrivent sans titre de séjour et sans visa sur ces territoires puissent être placés dans ce que nous appellerions, nous, des centres de rétention, où on vérifie leur situation, où on vérifie si on décide ou pas de leur accorder l'asile, et où, in fine, pour ceux d'entre eux auxquels on refuse l'asile ou pour ceux d'entre eux qui ne le demandent pas et qui n'ont ni visa ni titre de séjour, on se donne les moyens de les reconduire dans leur pays d'origine. Voilà. Donc moi, j'en appelle à une Europe souveraine, c'est-à-dire à des États membres souverains, parce que, encore une fois, ce sont les États membres qui ont la responsabilité du contrôle des frontières extérieures. Mais c'est pas la Commission, ce sont les États membres. Pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce que l'on a dit tout à l'heure, en voyant que les pays étaient de nature diverse, de besoins divers, et que de ce fait, il était très difficile de mettre en place une politique commune sur le plan migratoire? Alors, je ne crois pas, parce que la Grèce, elle n'a aucun intérêt à ouvrir ses portes. Aucun intérêt. Elle est aujourd'hui une des principales portes d'entrée pour l'immigration en Europe. Mais l'Allemagne aurait intérêt qu'elle ouvre ses portes. Non, mais si l'Allemagne, votre question est très pertinente. Si l'Allemagne veut organiser un flux régulier de migrants indexé ou adossé aux besoins de son économie, elle négocie à ce moment-là avec les pays d'origine ou avec les pays de transit. Donc, si elle veut négocier avec la Turquie, pays dans lequel aujourd'hui des millions de réfugiés en puissance sont parqués dans des camps en attendant qu'une chose, c'est-à-dire de pouvoir traverser la frontière avec la Grèce, dans ce cas-là, l'Allemagne négocie avec ces pays. Elle a, que je sache, il doit y avoir des consulats d'Allemagne en Turquie. L'Allemagne n'est pas un pays sous-développé. Si elle veut envoyer des missions dans ces consulats pour sélectionner les travailleurs dont elle a besoin, elle a tout à fait la possibilité de le faire. Vous voyez, autrement dit, moi j'en appelle à... Mais ça deviendrait un peu l'exception. Non, mais encore une fois, je pense sincèrement que les intérêts des différents pays de l'Union européenne sont contradictoires en matière migratoire. Bon. Donc à partir de là, il faut s'organiser. Mais il faut que le principe, ce soit qu'on contrôle sérieusement notre frontière extérieure, parce que une fois qu'un migrant a franchi la frontière extérieure de l'Union européenne, l'expérience le prouve, il ne quittera pas contre son gré le territoire de l'Union européenne. Bon. Donc le vrai verrou, c'est la frontière extérieure. Organisons-nous pour faire en sorte de contrôler sérieusement cette frontière extérieure, d'y accorder ou pas l'asile, d'y accorder ou pas des visas au titre d'une immigration économique, si c'est l'intérêt du pays de destination. Mais tout ça s'organise. Alors qu'actuellement, on continue, et l'exemple de l'Italie et dans une moindre mesure de l'Espagne sont deux bons exemples. L'Italie, elle a baissé les bras. Depuis des années, elle a baissé les bras. Elle a baissé les bras parce qu'elle s'est rendue compte
qu'à partir du moment où le verrou libyen avait cédé, quelle était la première étape sur la route migratoire de migrants venus soit du Maghreb, soit d'Afrique subsaharienne, désireux ensuite de remonter vers l'Europe du Nord, vers la France et vers l'Europe du Nord. Et l'Italie, voyant qu'on ne lui donnait pas les moyens, voyant que l'Union européenne était en retard, qu'on ne lui donnait pas les moyens à Lampedusa ou à Bari de traiter correctement le flux migratoire, elle a baissé les bras et elle s'est dit, c'est pas grave, de toute façon, ils ne veulent pas rester en Italie, ils veulent partir en Autriche, en Suisse ou en France. Donc voilà. Finalement, c'est pas mon problème. Et donc, elle a fait fonctionner le principe de libre circulation à son profit, si j'ose dire, et au détriment de pays comme la France ou comme l'Autriche. Donc, là aussi, il faut reprendre le contrôle. Il faudrait, je le dis dans mon livre, moi, plutôt que de voir des gendarmes se déployer en masse sur les côtes de la Manche ou de la mer du Nord pour empêcher des migrants qui, en général, sont anglophones et qui ont de la famille en Angleterre de rejoindre le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne, je préférerais, si on devait faire de la coopération internationale à l'intérieur de l'Europe, je préférerais que les gendarmes ou les policiers français aident la Grèce ou l'Italie à mieux contrôler leurs frontières. Alors, dernière question. On est à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. On l'a dit, la question du Covid a cannibalisé l'actualité politique. On a le sentiment que cette question de l'immigration, malgré les inquiétudes des Français qui se démontrent à chaque sondage, ne va pas être traitée dans cette élection. Je le crains. Je crains qu'une fois de plus, ce ne soit pas une priorité de l'agenda politique de la présidentielle. Je crois que les questions régaliennes seront importantes dans cette élection. La question de la sécurité, par exemple, dont on voit bien, à juste titre, hélas, qu'elle est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Et quand on a vu ce qui s'est passé au niveau d'un certain nombre de bandes de jeunes dans les banlieues de la région parisienne, il y a de quoi s'inquiéter. Mais je ne suis pas certain que la question de l'immigration soit une priorité de la prochaine élection présidentielle. Soit portée comme une priorité, en tous les cas. Soit portée comme une priorité. D'abord parce que la crise sanitaire a artificiellement fait baisser les flux migratoires. La demande d'asile a baissé de 40%, les titres de séjour de 20% en 2020. Tout ça est très artificiel, mais après tout, le pouvoir en place peut en tirer argument pour dire, vous voyez, à l'image de M. Héran, pour dire il n'y a pas de sujet. Et puis qu'on voit bien que la question de la sortie de la crise sanitaire, comment on va rebondir sur le plan économique, comment on va aider les entreprises qui sont menacées de faillite, comment on va aider les gens qui sont au chômage, etc., etc. Je crains que cette question-là, qui est légitime, n'envahisse tout le champ politique dans les premiers mois de 2022. En prévision d'une crise économique, il serait logique de se poser sérieusement la question de l'immigration. Bien sûr. Bien sûr, vous avez raison. Je trouve étrange qu'on ne se la pose pas davantage, alors que la crise sanitaire va nous laisser, en matière économique et en matière sociale, une véritable bombe. Pour l'instant, le pays est sous perfusion. Les entreprises sont sous perfusion. Un certain nombre de ménages sont sous perfusion à travers le mécanisme du chômage partiel. Bon, ça ne durera pas aussi longtemps que les impôts. Merci beaucoup Patrick Stefanini. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme chaque semaine, vous pouvez partager cette vidéo en attendant de se retrouver la prochaine fois. À bientôt.